Les experts de l'IMO, le débat. Ouais, on aurait pu rester 3 heures avec Cédric, on aurait pu rester 3 heures à parler de MaPrimeRénov', DPE, diagnostiqueur, mais quand même, on a un match, bon sang de bonsoir. Bonjour Thierry Vignal. Bonjour Marie. Le fondateur d'Atome, et face à vous, Geoffroy Reiser, cofondateur de Terreta, je le dis bien. Hein. Terreta Spain même. Pardon, Terreta Spain, bah, du coup ça y est, c'est bon, il a vendu le match, hein, vous imaginez. L'Espagne a gagné. Voilà, Encore, le match France-Espagne qu'on vous propose pour investir en immobilier. Je disais que mon cœur battait un petit peu plus pour l'Espagne. Bon, après, c'est à titre personnel et pour l'affection que je porte à ce pays. Mais au-delà de ça, on va voir si effectivement mon cœur bat du bon côté. Donc, déjà, on va partir... pour faire un match, on va essayer de regarder les atouts et les faiblesses de ces deux pays en matière d'investissement immobilier. Messieurs, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer. Je pense que la première chose qu'on regarde quand on investit en immobilier, c'est le prix qu'on va payer au démarrage. Et là, pour le coup, j'ai envie de dire, Thierry... On est sur alors Paris 9 500 €. Et on nous dit que les 10 000 sont plus très loin pour revenir. Hein, là. Ouais, on est passé en dessous là, il y a pas longtemps, je sais pas. En revanche, à l'échelle nationale, c'est 3 000 € le prix au mètre carré moyen. Et les villes comme Lyon, Nice, Marseille, on est à 3 500, 4 000 € du mètre carré. Donc on est dans ces eaux-là. Et en Espagne ? En Espagne, Madrid, du coup, pour faire l'équivalent, est entre 5 et 6 000 € le mètre carré. Barcelone, pareil. Et puis Valence, qui est la troisième ville, est à 2 900. Donc c'est vrai que... Déjà, le ticket d'entrée est quand même plus faible en Espagne qu'il ne l'est en France, globalement, dans les grandes villes. Il est significativement plus faible. Et il y a quand même aussi pas mal de villes qui sont à 1 500 € le mètre carré, etc., qui sont des villes moyennes. On n'est pas obligé d'aller dans des villages. Oui, parce que l'idée, c'est que vous me parlez de villes où il n'y a de toute façon pas de locataires et tout le monde est propriétaire. Non. Quel intérêt d'investir ? Non, on a Saint-Étienne, nous, à 1 000 € du mètre carré, à 11% de renta. On a Gandia, nous, chacun sa ville. Saint-Étienne versus Gandia. C'est bon, on est bien là. C'est un beau match. Un beau match, on fera pour la prochaine fois. Donc, prix d'entrée, effectivement, la balle plutôt dans le camp des Espagnols. Mais derrière, évidemment, quand j'investis en immobilier, je regarde le prix, mais je regarde les loyers que je vais percevoir. Et alors là, ça se complique peut-être un tout petit peu pour l'Espagne, non ? J'ai l'impression que tu restes plus rentable. Hein. Nous, en France, on a une renta qui oscille à 4% à Paris. On monte à 5,5% à Marseille. Et 4%, c'est beaucoup quand même pour Paris. Ouais, ça va. Mais c'est pas... Ça me paraît un peu diagnostiqué, si vous voyez ce que je veux dire. On devient part entier avec 4% de renta, alors que j'imagine qu'à Valence, tu dois avoir un peu plus. Mais en gros, en France, c'est entre 4 et 5,5 dans le top 5 des grandes villes, quoi. Mais on ne regarde pas justement des villes comme Limoges, Saint-Étienne, où il y a quand même très peu de tension locative, ou en tout cas moins que dans ces grandes villes. L'idée, c'est quand même d'avoir un locataire dans les lieux. Donc effectivement, si je regarde sur les villes tendues ou suffisamment tendues pour investir, on est plutôt sur 4-5% en moyenne. 4-5% et des locataires relativement solvables. On a un revenu médian un peu plus élevé en France qu'en Espagne. Et on a un bon système de garantie loyer impayé. Là, il va nous faire toute l'émission en 3 minutes. Non, mais j'ai l'impression, j'anticipe parce qu'il va me contrer là-dessus, j'ai l'impression que tu es plus rentable mais moins sécure. Alors, moi, j'ai une réponse qui est un petit peu différente. Pour moi, la tension locative, elle est davantage corrélée à la démographie et à l'économie que justement à des encadrements des loyers, des choses comme ça. Et en l'occurrence, l'Espagne, il y a une force absolue, c'est qu'on était l'an dernier sur 3,6% de croissance. Alors ça, c'est la croissance du PIB. À la limite, on ne parle pas encore de démographie, mais parlons de démographie. Démographie, l'Espagne est le pays d'Europe qui a la plus forte croissance. Qui gagne le plus d'habitants. Qui gagne économique et démographique. Exactement. Démographique liée par une chose très simple, c'est l'immigration très forte depuis l'Amérique latine notamment, qui fait que l'Espagne, chaque année, gagne 500 000 immigrés de plus. Et dans les immigrés, on a quoi ? On a effectivement Amérique latine, on a aussi tout simplement l'Union européenne. Ouais, bien sûr. On a aussi, par exemple, les Ukrainiens. Je disais à Thierry tout à l'heure qu'il y a désormais autant d'Ukrainiens que de Français en Espagne. Wow. Donc il y a effectivement un certain nombre de nationalités qui vont vers l'Espagne. Mais Geoffroy, juste quand même, moi il me semblait, je disais mon cœur battait un peu en Espagne quand même, il me semblait quand même que les Espagnols étaient beaucoup plus propriétaires que nous Français. Et il me semblait de fait que du coup si je faisais un investissement locatif en Espagne, peut-être que la demande locative serait plus faible qu'elle ne l'est
en France. Est-ce Eh que je me trompe? Eh ben, c'est là où je me régale, c'est qu'en fait la hausse des prix des loyers moyenne en Espagne l'an dernier a été de 10% en un Non an. mais attends. Non, mais ça répond à tout. Ça ne répond pas à ma question. Ah, si. C'est pas parce que les loyers augmentent que j'aurai quelqu'un pour payer ce loyer. La demande locative, Voilà, c'est je ça vais qui répondre de m'intéresse. manière très claire. À Madrid. Le nombre de dossiers à Madrid pour un appartement, c'est en moyenne 120 dossiers, 120 demandes. Paris. Enfin, nous, on est à 40. Il y en a Non, 40 à pas- Paris. pas- non, alors là- À Paris, les chiffres, c'est 40 demandes locataires par annonce de location. Ah là, il y a plus en ce Donc- moment. Hein. Faut Ah pas ouais en tirer, Bah, les Alors, derniers c'est chiffres que peut-être j'ai chez vus, c'est Atom 40. parce que bah non, mais c'est pas méchant, mais vous êtes sur quand même une spécificité de Non, non, mais logement c'est des relativement chiffres de- petit. Vous avez quoi comme chiffre? Ah bah moi j'ai plusieurs centaines. Donc, Là en on ce est- moment, on est à en quel plus, il y a la rentrée Quel étudiante. diagnostiqueur Quel diagnostiqueur? Ah bah en plus je les salue, Log Service, hein, mais là franchement on est quand même sur Non, mais des datas. Bon, bah, match nul alors. Alors, juste peut-être par rapport à ça, il y a un point très important, c'est le déficit structurel de logement. En l'occurrence, en Espagne, il y a eu une crise qu'on n'a pas tellement connue en France, en immobilier en du moins. 2008. Voilà, la crise de Ouais. 2008, qui résulte aujourd'hui avec un déficit de logement de 2 millions de logements et qui, selon les banques comme CaixaBank, qui est une banque leader Ouais. en Espagne, va s'aggraver pour arriver à 2,9 millions de logements Près de 3 manquants d'ici millions. 10 ans. Ouais. Et en fait, juste par rapport à ça, ça dit une seule chose. Ça dit que l'équilibre entre offre et demande, notamment sur la location, est très mauvais. C'est ça qui drive la hausse des Mais loyers. pardon, Geoffroy, ça répond pas à ma question. C'est-à-dire qu'on a des prix d'immobilier qui sont, on le disait, on a démarré l'émission là-dessus, qui sont globalement plus accessibles en Espagne qu'en France. Pourquoi il y aurait tant de besoins de biens à louer si c'est finalement pas si compliqué que ça de devenir propriétaire? Alors c'est justement tout le sujet, c'est que c'est compliqué de devenir propriétaire en Espagne. On n'est pas du tout dans un pays Robin des Bois, malheureusement pour les Espagnols, pour une raison très simple, c'est qu'il faut beaucoup d'apports C'est quoi un personnels. pays pour Robin acheter. des Bois? C'est qui prend aux riches pour donner aux pauvres? ça Alors un pays en tout cas qui permettrait de recréer de l'égalité sociale ou de la justice sociale, et l'Espagne n'est pas du tout là-dedans pour une raison très simple. Oui, et on va revenir Alors qu'en là-dessus. France. Alors qu'en France, et donc très bon point pour la France, pour le coup, parce qu'en Espagne, un acquéreur, Ouais. on lui demande, la banque lui demande, minimum, même pour sa résidence principale et même s'il est résident fiscal espagnol, 10% d'apport sur le prix du bien, plus les frais de notaire, plus les frais d'agent immobilier, plus les travaux, plus l'ameublement. En fait, pour faire très simple, Ouais. l'âge moyen d'accès à la propriété en Espagne, c'est 41 ans. Eh ben, c'est très jeune. C'est très jeune. Pour comparer, c'est le deuxième pire résultat en Europe après la Suisse. C'est pour Donc, en ça que fait, je vais partir en Espagne. Non, mais alors, du coup, ce que je comprends pas bien, c'est que ce que vous dites, c'est qu'au moment où je me présente devant mon banquier espagnol, là, pour le coup, l'obtention de mon crédit immobilier, ça va nécessiter quoi, en gros, comme épargne au démarrage, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un sourire de mon banquier? bah, c'est là où le bas blesse, c'est que, alors si je suis résident fiscal français, par exemple, ça veut dire qu'en dessous de 60 000 euros d'épargne liquide disponible, je ne pense même pas à l'Espagne, parce que D'accord. je n'achèterai pas en Important, Espagne. en dessous de Voilà. 60 000 En euros. dessous de 60 000 euros, on oublie l'Espagne. Et si je suis espagnol, ça va pas être 60, mais ça va quand même être 40. Ouais, donc c'est pas rien quand même. C'est hein. pas rien du tout. Et en fait, les 40 000 euros, comment constituer cette épargne quand on a un salaire espagnol, où effectivement les salaires espagnols sont Sont plus inférieurs faibles, aux salaires ouais. français? Et ben c'est très compliqué. Donc il y a une crise du logement. Et sur le taux de propriétaires, effectivement, un pays de propriétaires traditionnellement avec quasiment 75% de propriétaires, là où la France tirée est plutôt vers 65. Et ça a un peu baissé, non? En plus, le taux de propriétaire en France, il Ça me reste, semblait. ça reste autour de 2 tiers. Ouais. Âge moyen de l'accès à la propriété, 34 ans versus 41. Non, parce que c'est vrai que là où on marque un point en France, c'est qu'on a un système bancaire très généreux. Alors, j'ai appris que sur les taux, vous avez fait beaucoup mieux. Maintenant, on emprunte moins cher en Espagne qu'en France. En revanche, on garde un avantage incroyable, c'est le niveau d'apport, qui est Ouais, le c'est plus ça. faible Parce que, d'Europe. attends, c'est intéressant là, Thierry. Ça veut dire que j'ai quoi comme taux d'intérêt en Espagne versus les taux d'intérêt chez nous? On est autour de 3,10, 3,15, 3,20 en ce moment, à toute durée confondue. En Espagne, en ce moment, Notre meilleur dossier la semaine dernière, c'était 1,90 sur 25 ans. Non, mais j'avais du mal à le croire quand il me l'a dit. Effectivement, l'Espagne maintenant est passée sous les taux français à 20 ans en immobilier, alors que c'était l'inverse il y a 3-4 et ans. attends, ça m'intéresse. Mais ce taux-là, il va être aussi accessible pour un ménage français qui voudrait investir en Espagne? Un ménage français qui va investir en Espagne va davantage être entre 2,50 et 3%. D'accord. Effectivement, on va emprunter plus cher. Là, je parle des meilleurs dossiers. Bien sûr, oui, de non, mais Français c'est qui important. habitent à Non, Madrid, bien par sûr. exemple, et qui achèteraient, Voilà, mais c'est intéressant aussi de voir le distinguo qui est fait. Sauf que ce qui compte dans cette affaire, c'est aussi le niveau d'apport, parce qu'il faut sortir du cash. En France, un résident français,
On avait l'âge d'or des prêts où on faisait du sans-apport assez Les régulièrement. crédits à 110%. Ouais, le sans-apport, ça n'a jamais existé qu'en France. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. existait en Espagne. Ça existe, en Espagne. d'accord. En France, aujourd'hui, c'est un peu plus dur de faire du sans-apport. Ça se fait, je l'ai fait pour des clients. C'est un peu dur. En revanche, les niveaux d'apport, ils restent quand même à 10%. Les banques financent les travaux. Les banques ne financent pas les travaux en Espagne, ce qui est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a un premium à la rénovation assez fort. Nous, en France, on a assez peu d'argent à mettre de sa poche, mine de rien, à part pour les frais de notaire. Non, mais Les par rapport travaux, à quand même, c'est de pire en pire. Ouais, mais c'est la banque qui les finance. C'est intégré dans le prix immobilier, c'est lissé sur 25 ans, c'est magnifique. Alors qu'en Espagne, il faut vraiment sortir une grosse masse de cash. Et c'est pour ça que l'accès à la propriété est si tardif. Il y a un chômage des jeunes qui est terrible. Et les gens ont peut-être accès à des taux plus bas, à des prix plus bas. Mais quand il faut sortir 60 000 euros de sa poche, il n'y a plus d'accès. Un tout petit point sur les travaux, parce que Thierry a 100% raison. En Espagne, moi, j'ai coutume de dire qu'1 euro investi en travaux, c'est 2 euros de plus-value latente. Alors, c'est une règle générale, évidemment. Mais concrètement, ce que ça signifie, c'est comme les travaux sont si difficiles à financer, bah, du coup, ça crée un premium à la rénovation. Et c'est pour ça que... Il y a une valeur verte plus forte qu'en France. Effectivement, c'est comme ça qu'on pourrait le présenter. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, dans la lignée de cette tendance, on est à la fois agence immobilière et entreprise de travaux parce que les travaux sont au cœur des projets immobiliers espagnols. Peut-être qu'on peut parler aussi de rénovation énergétique. Bah, allons-y, tiens. Sur la rénovation énergétique, un tout petit point, ça va vous faire sourire. Enfin, ça va nous faire sourire, nous Français. Non, t'as pas envie de sourire? Si, quand même. Allez-y quand même, parce qu'il reste que 6 80% des logements espagnols sont des passoires énergétiques. 80%. 80. Ouais, 80%. Nous, c'est quoi, Marie? 15? Alors ça dépend où tu regardes, 15, parce 20. qu'à Paris, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Mais à l'échelle nationale, je crois À qu'on a l'échelle 15. nationale, ouais, je crois que c'est 17 de mémoire. 17, ouais. Versus 80. 80. Et en fait, c'est pire que ça. Au moment de la mise en vente d'un logement, publication sur les équivalents de se loger, 50% des annonces sont publiées sans même avoir le diagnostic Il énergétique. n'est pas obligatoire le DPE là-bas? Il l'est au moment de la vente, Ouais. mais comme c'est pas vraiment un sujet pour la vente, 50% des annonces sont publiées sans. Et en fait, au moment où on achète, on nous sort un papier qui dit F ou G ou etc. Mais ça choque personne parce qu'en fait, tous les logements ou presque Ouais, sont des FG. passoires. Ouais, Donc ça fait pas partie de la négo du prix. D'accord. Et du coup, moi, ça m'intéresse. Donc là, on disait, les Espagnols, ils sont peuplés de passoires. Ils ont une vraie valeur verte. J'imagine qu'ils n'ont pas du coup une grosse décote à l'inverse sur les passoires, vu que c'est ça. Non. Donc, une vraie valeur verte. Chez nous, la réno, elle se finance quand même, malgré tout, vachement mieux. C'est ce qu'on se disait quand même. Elle se finance beaucoup mieux parce qu'elle est intégrée aux prêts travaux. On a des aides incroyables comme ma prime rénov qui apparaît et disparaît. Non, alors, juste d'un mot, je vais essayer d'utiliser que 1 minute parce que quand même, on va pas perdre trop de temps. Mais voilà, ma prime rénov, oui, est suspendue pour les rénovations globales, sans doute dès vendredi ou samedi. Je vous le dis d'un mot quand même. Hein. Ils vont pas attendre le 1er juillet à mon sens. Hein. Jusqu'à septembre, mi-septembre, fin septembre, on ne sait pas. Donc ça, c'est pour la rénovation globale. En revanche, si vous avez des rénovations par geste, c'est-à-dire des travaux isolés, juste un geste, une isolation, un changement de système de chauffage, vous pouvez continuer, le guichet restera ouvert. Je le dis d'un mot, Ouais. mais voilà, ça va. Non, mais c'est ça, on est bien subventionné là-dessus, alors que je ne crois pas que ce soit le cas en Espagne. Non. La valeur verte n'est pas incroyable non plus chez nous, parce que comme c'est une interdiction qui concerne surtout l'investissement locatif et pas les résidences principales, du coup, j'ai envie de vous poser la question, Thierry, est-ce que là-dessus, c'est pas l'Espagne qui gagne? Parce que, alors, et Dieu sait que moi, je suis pour qu'on rénove massivement nos parcs immobiliers, mais l'interdiction à louer des passoires thermiques, est-ce que ça existe en Espagne? Hein? Alors, non, ça n'existe pas. Oui, l'Union européenne aimerait imposer des choses comme ça. Il y a aussi, sur Airbnb, par exemple, il y a une directive de l'Union européenne qui fait qu'en 2028, on devrait mettre 10% de TVA sur les logements touristiques. Donc, il y a des initiatives qui viennent de l'Union européenne et que les pays devraient implémenter. Mais dans un pays où il manque 2 millions de logements, bientôt 3, et dans lesquels 80% des logements sont des passoires énergétiques, est-ce qu'un gouvernement oserait dire maintenant on va faire une interdiction sur les passoires énergétiques? Certainement pas en Espagne. On pourrait les aider du coup à les rénover. C'était un peu l'idée de l'interdiction en France avec derrière en parallèle des aides à la rénovation. Non, de manière générale, je crois que l'Espagne sur le sujet du logement est un petit peu plus, libéral. Ça se voit sur différents sujets. Il y a aussi sur les logements sociaux où il faut savoir qu'en Espagne, le taux de logements sociaux n'est qu'à 2% du parc, ce qui est extrêmement bas, puisqu'en France, on est sur 10%. Donc en fait, ça c'est un sujet. L'autre sujet, c'est l'encadrement des loyers, où pareil, en France... attention, c'est un sujet sensible. Il nous reste 3 minutes, on va terminer avec ça. L'encadrement des loyers, pour donner un petit exemple, en France, il y a 70 villes qui pratiquent l'encadrement des loyers. En Espagne,
c'est d'abord le gouvernement qui doit le faire passer, puis la région qui doit l'adopter, puis la ville qui doit décider si elle l'adopte ou pas. Grâce à ce système de triple vérification, concrètement, il n'y a que la Catalogne et le Pays Basque dans lesquels les villes l'appliquent. J'embrasse mes amis catalans. Mais d'autres villes comme Madrid et Valence disent non. Et alors ça marche pas du tout, puisque mais ça marche vraiment pas du tout. Et pour le coup, ça fait 2 ans qu'ils l'ont implémenté à Barcelone. Ils ont montré moins 20% sur l'offre, plus 24% sur les prix des loyers. Donc c'est contre-productif, avec un glissement des locations vers le marché noir. C'est-à-dire que comme ça devient illégal, les gens font la même chose mais sous la table. Protection des locataires, zéro. Oui, mais sauf que là où je suis pas d'accord, bah oui, mais alors il faut davantage contrôler. Mais vous comparez pas à une ville qui n'est pas encadrée. Je salue mes amis de Priceable qui avaient fait ce boulot-là parce que c'est le but pour se rendre compte des effets de l'encadrement des loyers. Priceable, ils ont constaté quoi? Que dans une ville où il y a eu encadrement des loyers, les loyers ont augmenté, mais moins vite que dans les villes sans encadrement des loyers. Plus vite en Espagne. Et en termes d'offres locatives, ça a baissé partout, y compris évidemment dans les villes où il y avait l'encadrement, mais même dans les villes sans encadrement et dans une mesure similaire. Ce qui veut bien dire quand même qu'il y a une crise du logement qui n'est pas que liée à l'encadrement des loyers, sur lesquels tapent en permanence les propriétaires bailleurs. Enfin, n'empêche, les loyers ont continué à augmenter quand bien même vous aviez les loyers en alors quand même, en Espagne, comme ils sont vraiment très concernés par le sujet, qui regardaient beaucoup Berlin notamment, etc., ils ont montré qu'au Pays Basque, dans certaines villes, ça a fait moins 50% ou moins 55% de réduction de l'offre après l'introduction des encadrements des loyers. Je dis pas que l'encadrement des loyers, c'est pas... À Nice, il y a la même proportion de baisse de l'offre locative qu'à Paris. Nice, c'est pas encadré. Ok, en tout cas en Espagne, je connais pas les chiffres français, en tout cas en Espagne, ils ont prouvé que c'était contre-productif et c'est pour ça que des mairies comme celle de Valence disent « Ah non, mais nous, jamais ». Et Valence, c'est rentable? Valence, en rentabilité locative moyenne, c'est 6,2, plus une hausse des prix du foncier de 33% en 3 ans. Donc la rentabilité globale annuelle, elle est excellente. Nous, on fait moins 5, moins 6, 7 à Lyon. Mais est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que c'est pas simplement lié au prix de l'immobilier? Ah non, c'est pas lié à l'encadrement. Oui, parce qu'il y a quand même, je veux bien qu'on tape sur l'encadrement en permanence. Non, mais c'est pas lié à l'encadrement. Voilà, il y a quand même aussi un gap, sans doute, entre le niveau de loyer pratiqué et les prix de l'immobilier au démarrage. Donc sinon, on va à Mulhouse, c'est très bien. Qui a gagné alors? Alors, qui a gagné, messieurs? Vous avez 1 minute. Non, mais je pense, honnêtement, les rentes en Espagne sont plus élevées. J'ai l'impression que la valorisation du foncier, elle est plus sous-évaluée quand on voit la dynamique de croissance. Après, le problème, c'est que pour un Français, il faut quand même un apport hyper conséquent. Donc, c'est pour faire du transfrontalier, emprunter pour un investissement en Espagne, c'est quoi le niveau d'apport? Ça doit être... effectivement, on a dit 60 000 €. Effectivement, c'est minimum 60 000 et c'est souvent 70, 80, 90. C'est ça qui bloque, quoi. C'est des apports. Alors Thierry, votre choix, il nous reste 15 secondes. Si j'avais du cash sur mon compte, je pense que j'irais en Espagne parce qu'il y a une perspective d'appréciation, il y a une super croissance, il y a de la rentabilité, mais que pour ceux qui n'en ont pas, comme moi, pour les clochards français, c'est quand même pas mal de mettre full levier bancaire et de ne pas avoir à sortir de sa poche. Thierry dit full levier bancaire, on reste en France. Geoffroy? Moi, Espagne, mais j'aime bien faire les deux aussi. Mais vive l'Espagne. Bon super, merci à tous les deux. J'espère qu'on aura répondu un tout petit peu aux questions que se posent les gens avant d'investir, parce que c'est bien d'investir aussi en immobilier, ça crée de l'offre locative, quand bien même vos loyers seraient encadrés. Allez investir à Barcelone, restez à Paris, c'est bien aussi. Merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On était avec Thierry Vignal, le fondateur d'Atome, et Geoffroy Reiser, cofondateur de Terrata Spain. Je le dis à la version... C'est bon, ça vous plaît? Moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des Experts de Limon. On parlera fiscalité.